Le Niger s'achemine vers une réouverture de la frontière terrestre conditionnée par des accords de défense et de sécurité. Cette reprise des relations marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux pays et soulève d'importants enjeux économiques, sécuritaires et diplomatiques dans toute la région ouest-africaine. Nourdine Diallo, merci de nous rejoindre. Bonjour Charlotte, merci pour votre invitation. Et après près de 3 années de fermeture, le Bénin et le Niger s'accordent enfin pour ouvrir la frontière de Gaïa. Effectivement, la semaine dernière, la délégation des experts du Niger a retrouvé ses homologues à Cotonou pour poursuivre donc le travail demandé par les deux chefs d'État suite au déplacement du président béninois à Niamey en début juin. Je crois que cette rencontre intense de 48 heures traduit la volonté des deux chefs d'État de poursuivre le dialogue pour aboutir à une reprise des coopérations qui sera matérialisée par la réouverture de la frontière. Ainsi donc, les deux délégations ont convenu d'un principe de reprise des flux frontaliers, un projet d'accord de défense et un projet d'accord de sécurité, ainsi qu'un calendrier de la réouverture de la frontière sont retenus. Il va falloir que les deux chefs d'État travaillent à ratifier ces accords, mais on apprend également que la délégation béninoise doit se rendre également dans les prochains jours à Niamey pour la poursuite des travaux. Je crois que globalement, on peut dire que la volonté de reprendre la coopération et de travailler à la réouverture de la frontière, cette volonté est davantage affirmée. Une volonté considérée une bonne nouvelle pour les économies des deux pays, justement. En quoi est-ce que cela constitue une bonne nouvelle pour le poumon économique? La réouverture, effectivement, la réouverture va réduire les ruptures de la chaîne d'approvisionnement via le corridor Cotonou et Niamey et même jusqu'au Nigeria. Elle va accélérer les recettes liées au transit parce que vous savez que depuis lors, les États ne perçoivent plus correctement les recettes liées donc, au transit des marchandises. Ainsi, donc, cette réouverture va vraiment, en quelque sorte, accélérer la croissance et la création de la richesse autour de la frontière. Et le Niger, on le sait, est un pays enclavé et dépend en partie des ports de la sous-région. Quel a été le coût économique de cette fermeture de la frontière pour Niamey? Le coût, il est d'abord lié à l'inflation aux premières heures de la fermeture de la frontière. Vous savez que le sac de riz, par exemple, aux premières heures de la fermeture, qui coûtait autour de 10 000 à 11 000, est passé jusqu'à 20 000, 25 000 et 30 000. Donc, la principale conséquence, c'est évidemment l'augmentation des prix. Et quand je parle d'augmentation des prix, c'est effectivement de part et d'autre. Et vous avez vu que beaucoup de petits commerçants autour de la frontière, que ce soit à Gaïa ou à Malanville, ont dû fermer baraque. Donc, la conséquence aussi, c'est qu'effectivement, la pauvreté s'est approfondie dans la zone, sans oublier les conséquences sanitaires, puisque cette fermeture aux premières heures avait concerné également les produits pharmaceutiques. Donc, le coût de la fermeture de cette frontière, surtout aux premières heures, n'était pas simplement économique, il est également humain. Mais du côté de Cotonou également, cela a engendré des pertes énormes, notamment pour les opérateurs économiques. Oui, pas seulement pour d'abord les opérateurs économiques. Vous savez que les camions RB ont été interdits au Niger à un moment donné de transporter la marchandise du port de Lomé jusqu'à Niamey. Donc c'est une perte d'abord pour les transporteurs et une perte pour tous les utilisateurs donc, de ce corridor-là. Et les deux pays ont convenu du principe de la reprise des flux transfrontaliers. Mais quelle opportunité économique cette décision va donc faire émerger? Oui, on va assister surtout à la reprise des échanges. On va assister également à la remise en route des camions. Je parlais tout à l'heure des camions. Donc, désormais, les camions RB seront encore de nouveau les bienvenus en territoire nigérien. Je crois que l'ouverture de la frontière va, comme je l'ai dit, accélérer vraiment les échanges, accélérer la création de la richesse, pas simplement pour les populations, mais également pour les États. Vous savez que si cette frontière arrive à rouvrir, le fret nigérien, qui constituait près de 80% des bénéfices faits par le port de Lomé, par le port de Cotonou, eh bien, ces flux vont revenir légalement au sein donc, du port de Cotonou. Je crois que de part et d'autre, ce que ça peut faire au Niger, c'est que ça va avoir une incidence sur
le coût des marchandises. Parce que maintenant, ce qui se fait, c'est un grand tour qui se fait et cela n'est pas sans conséquence sur le prix des denrées de première nécessité sur les marchés. Réouverture de la frontière, oui, mais à des conditions très précises. Et justement, le Niger a posé des conditions sécuritaires avant la réouverture effective de la frontière. Quels sont les enjeux? Oui, effectivement. Vous savez que la réalité de la sécurité aujourd'hui a une conséquence sur la libre circulation des biens et des personnes. Pendant que nos pays travaillent à annuler, par exemple, les visas pour tous les Africains, le Togo a suivi la marche dernièrement. Avant, c'était le Bénin. Il y a eu également, je crois, le Congo. Il y a eu également le Rwanda également. Pendant que beaucoup de pays africains travaillent à faire tomber les barrières frontalières pour les Africains sur le continent africain, voilà qu'il y a quand même à côté un défi sécuritaire parce que nous sommes à un moment où l'insécurité est généralisée, où les terroristes sont prêts à frapper partout en Afrique. Je crois qu'aujourd'hui, les exigences du Niger qui consistent à dire que vraiment le Niger tient à sa sécurité, tient à la stabilité de la région, et ce n'est pas une exigence qui n'est pas compréhensible dans un moment de dégel. Ça se comprend. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les barrières frontalières tombent, mais que les dispositifs sécuritaires pour garantir une certaine stabilité de la région est très important. Et je crois que c'est à ça aussi que les délégations sont en train de travailler. Comment ouvrir la frontière tout en veillant à ce qu'aucun des territoires ne serve de base arrière pour la déstabilisation du voisinage et même de la sous-région. Je crois que ça constitue donc un défi pour lequel les deux pays sont en train de travailler. Je crois aussi que c'est le rôle des dirigeants. Didier Alero, la signature éventuelle d'accords de défense et de sécurité peut-elle véritablement rassurer les investisseurs et favoriser la reprise des activités économiques? Oui, la reprise de la coopération va favoriser la reprise de la coopération économique surtout. Mais je crois que ceux qui ont besoin d'être principalement rassurés, c'est d'abord les populations. C'est les populations frontalières et c'est les peuples d'Afrique principalement qui ont besoin d'être rassurés. C'est d'ailleurs les peuples et les populations des deux pays qui ont milité, qui ont travaillé, qui ont souhaité que la coopération reprenne et qui ont plaidé pour que ce rapprochement puisse avoir lieu. Je crois que c'est leur souhait. C'est des mesures qui vont rassurer donc les populations. Maintenant, évidemment, quand une région est sécurisée, quand la libre circulation est autorisée, ça rassure et ça permet que les investisseurs arrivent. Mais ceux qui ont besoin principalement d'être rassurés, c'est d'abord les Béninois et en plus les Nigériens. Et quelles peuvent être les conséquences directes? Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse drastique des coûts? Ah mais bien sûr, Une fois que les tracasseries, parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est quoi? Les commerçants qui amènent leurs marchandises ou les importateurs qui amènent leurs marchandises à Malanville sont obligés de faire un transbordement. Ils doivent descendre d'abord les camions, et charger des pirogues, et de l'autre côté, remettre les marchandises dans un autre camion de l'autre côté. C'est des coûts. Ce n'est pas sans conséquence sur le prix final des produits sur le marché. Je crois que quand tout ceci sera supprimé et que la frontière va rouvrir et que les marchandises pourront progressivement passer, ça ne restera pas sans conséquence sur le prix sur les marchés. Donc je crois que c'est une bonne chose. Et dans un contexte de tension régionale, comment est-ce que cette normalisation des relations entre le Bénin et le Niger peut donc relancer les échanges entre les différents pays? Vous savez que les années 2024, 2025 et 2026 ont été principalement électorales. La pression politique sur les populations était telle que les populations étaient vraiment sous pression et ne savaient pas très bien où rester exactement dans l'espace. Une fois que ces années électorales sont passées, et je rappelle que 2027, il y aura aussi l'élection au Nigeria. Donc je crois que en plus de ces années électorales qui se sont passées correctement et qu'au au Bénin, on a assisté sans heurts à un changement de maire au sommet de l'État, je crois que cette reprise de la coopération vient ajouter encore, en plus de cette stabilité politique, vient ajouter à de la stabilité économique, à de la stabilité sécuritaire. Une rencontre des deux délégations donc, a eu lieu à Cotonou, mais est-ce qu'on sait véritablement quand est-ce que cette ouverture sera effective?
Comme l'a dit le chef de la délégation nigérienne, le général Mohamed Toumba, c'est une porte qui est ouverte. Il reste maintenant à la... encore des étapes à franchir. Il y a des étapes à franchir. Vous savez, même s'il y a un calendrier, il y a les accords de défense et de sécurité qui doivent tenir compte des préoccupations de deux parties. Et il faut que ces accords soient ratifiés par les deux chefs d'État. Donc je crois que les experts vont continuer à travailler sur ces accords pour permettre aux chefs d'État de les ratifier. Et je crois aussi que ce qui est important ici, c'est la volonté des deux chefs d'État et c'est l'acharnement avec lequel les deux délégations ont travaillé et continuent à travailler. Mais justement, quelle analyse faites-vous de la rapidité avec laquelle ce dossier est pris en charge au lendemain de l'investiture du président Romiad Wadani? Mais ça fait partie des attentes des populations. Et le président Romiad Wadani a également battu campagne sur fond également du rapprochement avec l'AES parce que le peuple béninois désirait fortement que la frontière soit ouverte. Et de l'autre côté, les populations également souhaitent une amélioration de la situation afin que le blocus sur le pont de Gaïa soit levé. Je crois que c'est de la responsabilité des deux chefs d'État. Romiad Wadani l'a compris et c'est pour ça qu'au lendemain justement de sa prestation de serment, il a activé les leviers nécessaires pour que la coopération soit remise correctement sur les bons rails. Et au-delà de la ouverture des barrières douanières, mais quelles leçons les États de la région doivent-ils tirer de cette crise et préserver à l'avenir les échanges économiques intra-africains et éviter surtout les blocages? La crise qui est survenue au Niger après le renversement du président Mohamed Bazoum en juillet 2023 et l'appréciation que la CEDEAO en a faite, je crois que tout ceci constitue réellement une leçon c'est un cas d'école qu'il faut étudier. Cela veut dire simplement que lorsqu'une crise survient dans un pays, désormais, il faut effectivement mesurer la gravité et ne pas être flexible aux troubles, mais il faut prendre la mesure de la situation avant d'intervenir. Je crois que c'est ce qui a manqué à la CEDEAO et ce qui a manqué au président Patrice Talon. Parce que si vous vous souvenez, aux premières heures de la crise, ces propos n'ont pas du tout rassuré et cela a été considéré comme un affront, une ingérence par la partie nigérienne. Je crois que c'est un cas d'école, c'est une leçon. La prochaine fois qu'il y a une crise dans un pays, il faut aller vers les négociations, vers le règlement diplomatique, comme le Togo a l'habitude de faire. Je crois que le style du président du Conseil togolais est un style qu'il faut adopter. Quelle position adopter face aux crises qui surviennent dans les pays voisinages? Je crois que la responsabilité des dirigeants de la région, c'est de prendre toute la mesure, de comprendre correctement la situation et de privilégier les voies qui n'embrasent pas la sous-région. Et après une tournée africaine au lendemain de son investiture, le nouveau président béninois Romiad Wadani effectue depuis quelques jours une visite à Bruxelles. Oui, on a vu que le président Romiad Wadani s'est rendu à Bruxelles où il a rencontré le président de la Commission et aussi et du Conseil et aussi de la Commission, donc les deux personnalités. Je crois que la démarche de Romiad Wadani, c'est une très bonne démarche puisque au lendemain de sa prestation de serment, il a privilégié d'abord les relations avec ses frères. La loi de la proximité. Voilà, il a privilégié la coopération d'abord régionale dans le voisinage. Voilà. C'est un point pour lui. Et je crois que l'objectif de nos pays, de nos dirigeants, n'est pas que les pays s'enferment. C'est que les pays sachent aller chercher là où se trouvent nos intérêts et de pouvoir faire en sorte que ces intérêts-là ne soient pas des intérêts qui seront utilisés contre nous. La responsabilité d'un président, c'est d'aller signer des accords et être sûr que ces accords-là, leur soubassement, ce ne sont pas les accords léoniens. C'est-à-dire du gagnant-gagnant. Nous irons chercher ce que nous n'avons pas à notre niveau, mais d'abord la stratégie, c'est nous qui l'élaborons et ne nous soumettons pas aux desiderata des autres. Je crois que Romiad Wadani est dans cette logique. Et on ne peut qu'apprécier convenablement sa démarche. Progressivement, les relations se normalisent entre les États de la région. Justement, quel rôle le Bénin, sous Romiad Wadani, pourra jouer au sein de la CEDEAO, justement, pour
toujours continuer dans le sens de rapprochement et de normalisation des relations? Je pense que la démarche de Romiad Wadani consiste à privilégier le bon voisinage et la coopération intra-régionale. Et il a un plan de sécurité qui est un plan régional, qui tient compte de la région et qui est basé sur une stratégie africaine avec justement la possibilité de développement des zones qui sont les plus touchées par l'insécurité et le terrorisme. Je crois qu'à travers cette position, si le Bénin réussit déjà à aller vers une réouverture et une reprise de la coopération avec les pays de l'AES, ça peut effectivement être un cas d'école et ça peut renforcer l'influence du Bénin aussi dans le règlement des conflits, et ça peut apporter un plus à la diplomatie béninoise qui consistera plutôt à rassembler les Africains plutôt qu'à les diviser. Donc la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger qui marque justement le début d'un nouveau chapitre de la coopération entre les deux pays, reste-t-il à votre avis d'autres défis à relever? Oui, le principal défi ici, c'est la capacité à maintenir cette flamme qui est allumée, à l'entretenir, de manière que ça puisse produire de bons résultats pour les économies des deux pays sur le long terme, mais de bons résultats pour la sécurité. Donc, à travers la reprise de cette coopération et la synergisation qui va renaître entre le Bénin et l'AES, il faut qu'on voit que les attaques se sont sensiblement réduites et que l'échange de renseignements, cette synergisation permet de limiter considérablement l'activité des groupes terroristes qui opèrent dans la zone. Et il y a ça. Et le second défi, c'est la capacité pour les États qui vont signer cet accord de pouvoir surveiller leurs partenaires, de sorte que ces partenaires, en faisant leur travail, n'aient pas une conséquence négative sur la stabilité de la région, sur la stabilité du voisinage. Ce sont les principaux défis auxquels justement le Bénin et le Niger vont travailler à relever. Un mot dans cette émission sur cette actualité au Niger, le pays qui vient d'annoncer son retrait de la Cour pénale internationale. Oui, la Cour pénale internationale n'était qu'un instrument aux mains des impérialistes pour ne juger que les Africains. Et les Nigériens, et pas seulement les Nigériens, les Sahéliens avaient décidé depuis longtemps de sortir de cette cour qui ne juge que les Africains. Ce n'est que chose normale. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'effectivement, dans nos pays, qu'il y ait de vraie justice. Que nos pays soient capables de juger les enfants du pays qui se seraient mis en conflit avec la loi. Tout chef d'État qui n'arrive pas à travailler correctement pour la stabilité et le respect de la constitution de son pays, il faut que nos nations arrivent à le juger sur place, dans nos pays. On n'a pas besoin d'envoyer nos chefs d'État dans des juridictions à l'étranger qui, en réalité, ne sont que des juridictions montées contre nous, comme des épées de Damoclès sur nos dirigeants. Donc, je crois que c'est aussi ça. Vous prenez un pays comme la Chine, vous prenez un pays comme le Japon, un dirigeant qui fait mal, c'est la justice de ces pays qui les juge. Donc, il faut qu'on travaille à rendre nos juridictions fortes et pesantes, capables de juger qui que ce soit. Je crois que c'est ça. Si on arrive à ce niveau, je crois que c'est déjà ça aussi, le développement et la justice sociale. Alors que ce retrait est salué par certains d'autres observateurs se montrent inquiets parce que n'ayant pas confiance en l'équité de la justice africaine. Qu'en pensez-vous? Non, c'est une manière d'infantiliser la justice africaine. Nous avons par exemple une cour de la CEDEAO. Mais le problème, chaque fois que la cour de la CEDEAO prend une décision qui ne va pas dans le schéma des exécutifs des gouvernements africains, on ne les respecte pas. Je crois pourtant que cette cour de la CEDEAO-là, c'est une cour qui est créée quand même par l'organisation sous-régionale. Pourquoi ne pas la respecter? Pourquoi ne pas respecter cette décision? Je crois que c'est face à ce genre de situation que beaucoup d'Africains ne font plus confiance et demandent que d'autres juridictions viennent juger nos autorités qui ont mal agi. Je crois que dans chaque pays, nous devons travailler. Et je me réjouis que dans l'AES, il y a une juridiction de l'AES qui est en train de s'émerger pour occuper l'espace juridique de manière à juger vraiment tous ceux qui sont dans l'AES et qui se mettent en conflit avec la loi. Ça devrait être ainsi dans nos pays, ça devrait être ainsi pour la sous-région. On n'a pas besoin que d'autres juridictions créées avec d'autres objectifs viennent juger nos dirigeants. Nous devons être capables de les faire passer devant nos juges, à nous,
pour que ces juges-là disent effectivement le droit, qui a tort, qui a raison, et que ceux qui ont tort soient réparés, et que ceux qui ont tort soient jugés, et que ceux qui ont raison soient réparés. Et pour revenir à la rouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger, les discussions se poursuivent et se poursuivent dans les meilleures conditions, justement pour une ouverture effective. D'ici là, quelles opportunités pour les opérateurs économiques des deux parties? Pour l'instant, les opérateurs économiques sont en train de croiser les doigts. Et parce que quand on va assister à la matérialisation de la reprise de la coopération qui sera la réouverture de la frontière, c'est d'abord les opérateurs économiques qui vont se frotter les mains. Je crois que pour l'instant, ils sont dans leur schéma. Chacun essaye de voir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut apporter comme plus, justement comme valeur ajoutée à cette flamme qui vient de se rallumer pour que la frontière de Gaïa puisse véritablement rouvrir pour le bonheur des populations. Et comme le disaient les textes, il y a la question sécuritaire à sérieusement prendre en compte, les deux pays étant touchés par la menace. Absolument. La question sécuritaire est une question centrale. Il faut que vraiment les deux pays travaillent à mettre les dispositifs et prendre les dispositions nécessaires pour que tous les accords qui seront signés, la sécurité soit au cœur de ces accords-là. Merci, Noordin Diallo. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour vos points d'éclaircissement. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de l'invité sur Néo.